Et poursuivons avec notre invité Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l'université Panthéon-Assas. Merci d'être avec nous. Je vous propose tout d'abord de revenir sur le mode de scrutin. Expliquez-nous pourquoi les projections que l'on vient de voir là attribuent-elles moins de sièges à la NUP qu'à la coalition Ensemble, alors que, à l'issue du premier tour, ils ont tous les deux un peu plus de 25% des voix, quasi à égalité. Parce que justement, c'est un scrutin à 2 tours. Et un scrutin à 2 tours avec une élection législative a plusieurs effets. Le premier effet, c'est que pour envoyer le plus de candidats possible au second tour, il faut arriver à unifier votre camp politique. Au premier tour, on avait 2 camps politiques qui étaient unifiés, la NUP et Ensemble. Résultat, la moitié des duels qui auront lieu dimanche seront des duels NUP Ensemble. Et ensuite, eh bien, il faut arriver à emporter ces seconds tours. Or, il faut bien comprendre que notre mode de scrutin et nos institutions ont été pensés à un moment de bipolarisation de la vie politique. Vous aviez une droite et vous aviez une gauche. Le second tour permettait d'amplifier les vagues majoritaires, d'où le fait qu'en règle générale, il y avait des majorités pléthoriques et absolues. Aujourd'hui, on est dans une période de tripolarisation, au moins pour l'instant, de la vie politique, ce qui implique en réalité un avantage structurel du centre. Vous voyez que vous avez d'un côté une droite, de l'autre une gauche et au milieu Ensemble. Si Ensemble se retrouve face à la droite, eh bien Ensemble peut compter sur des reports de voix de gauche. Si Ensemble se retrouve face à la gauche, face à la NUP, eh bien Ensemble peut compter sur des reports de voix de droite, ce qui lui permet normalement d'emporter la majeure partie des duels, que ce soit avec la droite ou avec la gauche. Alors ça, c'est pour la théorie, parce qu'on va voir ce qui se passe dimanche. On voit qu'aujourd'hui, s'il n'y a justement pas de majorité absolue garantie pour Ensemble, c'est parce qu'on ne sait pas ce que vont faire notamment les électeurs RN, qui apparaissent aujourd'hui très indécis, qui peuvent s'abstenir très majoritairement, voire pour une grande partie voter NUP. Est-ce que cette distorsion entre le poids d'un parti politique dans l'électorat et sa représentation justement à l'Assemblée nationale, ce que vous venez de nous expliquer, pourrait entraîner un changement justement de constitution et imaginer voter, comme le demande notamment le Rassemblement national, les députés à la proportionnelle? À vous, le constitutionnaliste que vous êtes, que répondez-vous? Alors, c'est une question qui devient une question extrêmement légitime, tout bêtement, parce que ce soit la NUP ou Ensemble qui l'emporte dimanche prochain, il faut voir que ces partis ont retenu sur leur vote au premier tour uniquement 12% des inscrits. Et donc c'est très très faible. Et pour construire une légitimité politique, évidemment, c'est extrêmement difficile parce que ça entraîne un taux d'adhésion politique qui ensuite peut être remis en cause. Et si les isoloirs se vident, il y a un risque assez certain que les ronds-points, eux, se remplissent. Donc en effet, ça pose la question du mode de scrutin. Et le mode de scrutin ne dépend pas en France de la Constitution. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous disiez révision constitutionnelle. Il suffit d'une loi ordinaire, donc une loi qui pourrait être faite passer par une majorité. Et il y a aujourd'hui, dans la présente Assemblée nationale, comme dans la suivante, probablement une majorité pour ce faire, eh bien vous pouvez faire passer ça par la loi, c'est relativement simple, et en effet, au vu des résultats qui sont ceux de dimanche dernier, on peut se dire que c'est peut-être nécessaire pour la bonne cohésion démocratique. Autre question, un duel sur deux opposera Ensemble à la NUP. Si on revient au taux d'abstention de dimanche dernier, 52,49%, c'était un record. Est-ce qu'une participation accrue pourrait favoriser la NUP qui, pour le coup, a relativement peu de réserve de voix, donc elle a intérêt à mobiliser davantage ses électeurs? Alors en effet, la NUP est probablement la formation politique qui peut le plus profiter avec le RN malgré tout d'une surmobilisation d'une partie de son électorat. On voit qu'il y a une partie de l'électorat jeune notamment qui est mobilisable et qui vote très largement dans les enquêtes NUP. Par ailleurs, il y a la question encore une fois du vote RN. Si on s'attarde uniquement sur les duels NUP Ensemble, il faut voir que ces électeurs RN eh bien, se sont surmobilisés au premier tour, ce qui normalement ne leur arrive pas. En règle générale, les électeurs RN s'abstiennent très largement aux législatives et ne se mobilisent que pour les présidentielles. La question, c'est est-ce que ces électeurs vont se mobiliser? Et s'ils se mobilisent, a priori, ce ne sera pas en faveur du président de la République, mais plutôt en faveur de ses opposants. Donc là, ce sont 2 réservoirs potentiels d'abstentionnistes qui peuvent en effet favoriser la NUP. Changer la donne. Un mot sur les Républicains. C'est un groupe qui deviendrait indispensable à Emmanuel Macron si jamais il devait ressortir une assemblée majorité relative pour lui dimanche. Alors, ça dépend un petit peu de la configuration. Il y a majorité relative et majorité relative. Déjà, une majorité absolue va être difficile à gérer. Il va falloir donner des gages à Édouard Philippe, à François Bayrou, aux dissidents potentiels au sein de Renaissance. S'il manque 10 députés à cette coalition, ils peuvent être débauchés individuellement. Il va quand même y avoir quelques divers gauche, quelques divers droite, les UDI, etc. Tout ça pourrait éventuellement être rassemblé en faveur d'une majorité un peu recomposée. En revanche, s'il manque 20 députés, 30 députés, à ce moment-là, il faut en effet envisager un contrat de coalition. Or, le problème, c'est que tout le monde regarde LR,
Mais aujourd'hui, LR est dans Non. une position stratégique extrêmement compliquée. Et ceux qui tiennent aujourd'hui le haut du pavé à LR, c'est plutôt des gens comme Éric Ciotti, comme Laurent Wauquiez ou comme Bruno Retailleau, qui ne sont pas vraiment sur une ligne Macron compatible. Benjamin Morel, une toute dernière question rapidement. Si jamais la NUP devait l'emporter, le président Macron serait-il contraint de choisir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre? Alors constitutionnellement, non. Il peut nommer le Premier ministre qu'il veut. Ensuite, c'est à l'Assemblée de voir si elle vote ou pas une motion de censure. Donc si jamais, comme ses prédécesseurs l'ont fait, Emmanuel Macron voulait bien nommer Jean-Luc Mélenchon, il pourrait y avoir un accord avec l'Assemblée. Mais il pourrait s'amuser à nommer Yannick Jadot, Anne Hidalgo, un autre Premier ministre de gauche à qui il promettrait le soutien d'ensemble. Auquel cas, il faudrait voir si la NUP est capable de tenir et est capable de voter contre l'un de ses membres même une motion de censure.